Bienvenue, je m'appelle Sylvia Micone et vous écoutez Impact Positif. Dans ce podcast, je discute avec de simples citoyens, des entrepreneurs, étudiants, artistes, penseurs, scientifiques. Ils ont un impact positif sur la société, l'environnement, ils inspirent, ils font tout simplement. Face à l'urgence climatique, la crise démocratique, face à une société aux inégalités croissantes, 1 million de révolutions ont surgi et des dynamiques se sont mises en place. Bienvenue dans ce monde en transition où chacun, à son échelle, peut trouver sa place et faire bouger les lignes. Ces femmes, ces hommes, je les rencontre depuis des années. Je veux savoir qui ils sont, pourquoi ont-ils lancé leur projet, comment ont-ils eu l'idée, quelles sont les solutions qu'ils proposent et pour quels impacts. On ne peut pas constamment être dans la frénésie de l'innovation. Il faut se demander toujours, est-ce qu'une innovation est un progrès ou est-ce que c'est juste une innovation ? Autrement dit, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est nouveau et mieux ? Et donc, c'est vrai que pour ça, à un moment, il faut s'asseoir et vivre dans un couvent, dans une communauté avec des frères qui ont entre 30 et 90 ans, qui prient ensemble le matin et le soir, ça aide pas mal. Ça pose pas mal, je peux vous dire. On dit de lui qu'il a un profil unique, et c'est vrai que le personnage intrigue. Après avoir travaillé dans la banque, Éric Salobir est entré dans les ordres chez les Dominicains. Passionné de technologie, il devient rapidement le responsable des médias de l'ordre et s'installe à 2 pas du Vatican. Il décide alors d'aller rencontrer les plus grands dirigeants de la Silicon Valley pour discuter avec eux. Quels sont les impacts de leur technologie sur la société ? Quelles traces vont-ils laisser ? De rencontres en amitié, Éric Salobir tisse alors tout un réseau international avec des chercheurs, des experts et d'autres passionnés comme lui. Le réseau Optique est né et avec lui, l'envie d'emmener tous ces leaders au cœur de ses réflexions pour que la technologie soit au service de l'homme et non pas l'inverse. Merci de me suivre et pour me soutenir, continuez à découvrir ces personnalités et leurs projets impact. Abonnez-vous sur iTunes ou sur votre plateforme préférée. Commentez le podcast, partagez-le, notez-le 5 étoiles s'il vous a plu, cela m'aide et cela m'encourage. Impact Positif, épisode 23, Andiamo. Éric Salobir, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous sur Impact Positif. Vous êtes le président d'Optique. C'est un réseau mondial de recherche et d'innovation sur la technologie qui réunit plusieurs milliers de membres, à la fois des grands dirigeants, mais aussi des chercheurs prestigieux. Optique a été créé en 2012 à l'initiative de l'Ordre des Dominicains. Vous êtes d'ailleurs prêtre, vous êtes entré dans les ordres voilà presque 20 ans. Votre obsession, remettre de l'humain dans la technologie, repenser les enjeux éthiques qui accompagnent les technologies de rupture. Et avec ce réseau Optique, vous êtes présent partout où ça se passe, à Paris bien sûr, mais aussi dans la Silicon Valley, le Vatican, Genève, Oxford. Vous êtes consulteur, c'est comme ça qu'on dit, auprès du Saint-Siège depuis 8 ans. Alors nous allons évidemment développer tout cela avec vous et parler également de votre parcours, qui est un parcours un peu commun. Vous n'êtes pas rentré dans les ordres tout de suite. Vous avez d'ailleurs une carrière dans la banque, mais à 29 ans, vous changez de vie en quelque sorte et vous devenez novice chez les Dominicains. Comment cette bascule s'est-elle opérée et pourquoi ? Alors en fait, je pense que j'étais très heureux dans ma vie d'avant. J'ai rien fui, je ne suis pas parti. Je suis passé à l'étape d'après. Et je pense qu'à un moment, je me suis aperçu que ce qui me faisait vivre, c'est ce que je faisais. Alors pour moi, c'était dans l'église, mais je pense d'autres le vivent à d'autres endroits. Tout ce qui était en contact avec l'humain, les humains, tout ce qui aidait les gens à avoir plus de joie et plus d'espoir. Et je me souviens quand j'étais allé dire ça chez les Dominicains, un vieux prêtre très sage m'avait dit « Mais apporter la joie et l'espérance, c'est le boulot des anges. À mon avis, t'es pas un ange. » Et j'avais trouvé que c'était assez vrai parce que je suis pas un ange, mais je lui avais dit je vais quand même essayer. Et je me rends compte que le travail que j'ai fait depuis que j'ai été ordonné, et puis j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a proposé de faire des choses extraordinaires, en fait, chaque fois, un peu le fil directeur, c'est d'aider les gens à y voir clair dans leur vie, les accompagner, faire un bout de chemin ensemble, dialoguer beaucoup. Mais c'est vrai que vous auriez pu choisir d'autres voies finalement pour donner de l'espoir et donner du sens et apporter de la joie. Oui, je suis persuadé que chacun a un peu sa voie pour ça. La mienne, elle était un peu toute tracée. J'avoue que comme je travaillais dans une banque, j'avais une vie confortable, c'était sympa, etc. Je voulais pas trop me poser la question, mais le jour où j'ai accepté de me poser la question, il m'est paru comme une évidence que, dit dans des mots de prêtre, je dirais il fallait que je suive le Christ, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse la même chose que lui, que je laisse un peu tout tomber, que j'aille vers les gens, que je parte un peu sur les routes. Et c'est pour ça que j'ai choisi les Dominicains, qui est un ordre de prêcheurs itinérants, c'est-à-dire de gens qui vont de lieu en lieu. On n'est pas enfermé dans un monastère, on est tourné vers l'extérieur. Un bon prédicateur, il n'est pas souvent dans son couvent, il est plutôt constamment chez les autres.
Mmh. Alors, on dit de vous que vous êtes un prêtre avec un look d'entrepreneur, hein. L'âme entrepreneuriale, vous l'avez eu, en tout cas, vous l'avez depuis un certain temps, hein. En 2002, vous avez fondé un site maretraitedanslaville.org, d'ailleurs ça existe encore, hein. Un site pour permettre aux citadins de méditer, de trouver des ressources spirituelles via une newsletter aussi, via votre site. Et ça a marché, ça marche encore. Vous avez été précurseur dans un sens, car en 2002, ben, c'est vrai que c'était bien avant tout cet engouement pour la spiritualité et pour la méditation qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors ce projet, je pense qu'il est assez caractéristique de ce qui se passe toujours dans ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des rencontres, c'est des boutades, c'est un peu des défis aussi. Et donc on voulait monter une retraite spirituelle pour l'Avent, pour aider des gens qui étaient loin de l'église. Et on s'est dit, bah oui, mais comment ils vont venir dans notre couvent? Et à un moment, avec un frère, lors d'un déjeuner, on dit, bah, on n'a qu'à mettre ça en ligne. Et c'est vrai qu'en 2002, faire ça sur Internet, ça paraissait un peu fou. Et je me souviens, il y a des vieux prêtres qui nous avaient dit, mais ils vont pas s'agenouiller devant l'ordinateur, c'est un peu bizarre. Nous, on avait dit, maintenant, on relève le défi, on verra. Et effectivement, on s'est rendu compte que dès la première année, ça a marché. Actuellement, je crois que c'est 160 000 ou 170 000 personnes chaque fois qui doivent suivre les retraites. C'est déjà pas mal pour quelque chose qui est quand même, entre guillemets, un peu un média de niche. Et surtout, il y a un pourcentage non négligeable de gens très éloignés de l'Église et de gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas toujours des vies faciles et parce qu'ils n'ont pas toujours des lieux où ils peuvent échanger sur ces sujets. Et moi, dès le début, j'ai voulu qu'avec la retraite, ce soit pas trop top-down, du style on vous parle, vous écoutez, mais qu'il y ait la possibilité d'un accompagnement spirituel en ligne. À l'époque, c'était par mail. Et en fait, on s'est rendu compte que il y a beaucoup de gens qui venaient nous parler, pas seulement pour la retraite, mais parce qu'ils avaient plein de questions, parce qu'ils avaient plein de problèmes, parce que leur vie était comme ça. Et en fait, j'ai trouvé extraordinaire le fait que, d'une certaine manière, on puisse un petit peu les aider. Hmm. Alors après ce site, vous participez à un autre site internet, mais c'est celui du Jour du Seigneur sur France 2. Et de fil en aiguille, vous êtes nommé responsable des médias de l'Ordre des prêcheurs et vous vous installez à 2 pas du Vatican. En quoi consiste votre travail alors ? Alors, à l'époque, j'étais ce qu'on appelait promoteur général des médias, c'est-à-dire en fait, j'étais celui qui, pour les dominicains, coordonnait tous les projets liés aux médias et à la technologie au niveau international. Ça pouvait être lancer une application pour faire des visites virtuelles ou des visites dans nos basiliques où parfois, malheureusement, il n'y a personne, il y a des tas de trésors à découvrir. Ça pouvait être mettre en réseau sur Internet toutes nos radios en Amérique latine. On en a une quinzaine très dispersées pour qu'elles partagent des programmes, qu'elles fassent de la formation, qu'elles échangent des news, etc. Ça pouvait être accompagner les frères en Amérique du Nord pour qu'ils montent des nouveaux projets Internet. Ça pouvait être aussi aider un frère qui est réalisateur à Los Angeles à monter un long métrage, ce qui est quand même une sacrée aventure quand on n'a pas beaucoup de moyens. C'était un peu tout ça, et je veux dire, je me suis quand même éclaté pendant 6 ans. Ouais, parce que vous aviez un profil un peu à part, en fait, vous étiez un peu unique, féru de technologie, il n'y en avait pas beaucoup comme vous ? Ben, je pense que j'ai toujours été un peu unique, mais je sais pas si c'est unique au bon sens du terme, mais j'ai toujours été un peu atypique, ça c'est sûr. Mais effectivement, je pense que je suis un peu au carrefour par mes centres d'intérêt, d'un côté de la spiritualité et de l'autre côté de la technologie et des médias numériques. Et c'est vrai que ça faisait une bonne conjonction. Et puis j'avoue que j'aime bien travailler en équipe, j'aime bien susciter des projets où on est plusieurs. J'aime énormément le travail international, les contextes où on vient de différentes cultures, on a du mal à se comprendre à cause de la langue, etc. Mais c'est trop génial, c'est ça qui me plaît. Et en fait, c'est vrai que la possibilité d'aller faire une formation en Bolivie, d'accompagner les frères vietnamiens, c'était juste extraordinaire. Ouais. Et en tout cas, c'est grâce à votre travail que vous rencontrez de nombreuses personnalités de la tech et que vous vient cette idée de construire ce réseau optique. Alors optique pour Ordre des prêcheurs pour les technologies, l'information et la communication. Et c'est donc vous qui le présidez. Donc c'est un réseau de 150 chercheurs avec un conseil d'administration, avec des noms qui sont prestigieux, qui viennent de Google ou de McKinsey. Qu'est-ce que optique pour vous, selon vos mots? C'est quoi? C'est un think tank? C'est un lobby chrétien? C'est une ONG? Qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un think tank et un action tank. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu où on va penser les concepts qui sont liés à l'usage des nouvelles technologies. Parce que malheureusement, ces technologies, on les met en œuvre très vite, parce que finalement, elles évoluent, elles sont vite sur le marché. On ne prend pas toujours le temps de se poser pour voir quel est l'impact, se poser pour voir qu'est-ce qu'elles font à la société. Est-ce qu'elles améliorent, est-ce qu'elles détruisent, est-ce qu'elles transforment et comment? Et donc, c'est un lieu et un espace, un réseau pour réfléchir sur tout ça. Et c'est aussi un espace d'action, parce que c'est bien beau de réfléchir, de s'autoriser à penser dans les milieux autorisés, comme disait Coluche. Mais finalement, que font les acteurs? Parce que pendant ce temps-là, eux, ils doivent prendre des décisions. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner les acteurs, à la fois du secteur privé, vous avez cité des noms d'entreprises, il y en a bien d'autres, et puis aussi de l'administration, des régulateurs,
pour discuter avec eux et voir comment ils peuvent prendre les décisions les plus éclairées. Et comment vous êtes venu donc du travail que vous faisiez, effectivement responsable des médias, etc., au Vatican, à créer ce réseau optique? Ça a été quoi le déclic? Alors en fait, à mesure que je travaillais dans l'ordre avec au niveau international, donc chez les dominicains et puis un petit peu au Vatican, mais beaucoup avec les frères dominicains, je me suis aperçu que j'étais constamment questionné sur des questions qui n'étaient pas liées à l'action ou au projet lui-même, du style comment utiliser la technologie dans l'Église, mais plutôt aux enjeux. Qu'est-ce que la technologie fait à l'humain? Qu'est-ce que la technologie fait à la société? Et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait pour le moment pas tant de réponses que ça, et que les réponses qu'on trouvait, c'était souvent soit des réponses assez alarmistes, gens qui disent oui, c'est mal, enfin la technologie, non, c'est pas mal en soi, ou des réponses un peu irénistes, un peu télétubbies, quoi. C'est trop génial. Non, c'est pas que trop génial. Et en fait, la voie médiane, un peu plus en finesse, elle restait encore un peu à dessiner. Et moi, tout seul, je n'y arrivais pas. Et donc, je suis allé voir les uns et les autres, à la fois dans la Silicon Valley, sans trop me démonter. J'avoue que j'y suis allé comme ça un peu en disant, mais tiens, ce serait bien qu'on discute ensemble. Et j'ai été très touché de voir qu'un certain nombre de gens, dont je ne cite pas forcément les noms, parce que c'est vrai que c'est des questionnements qui leur sont personnels, Oui. mais qui sont des dirigeants parmi les plus grandes entreprises, se posent des vraies questions. Des gens qui disent, moi... ma vie, je veux la dédier à transformer la société. Bien sûr, je fais beaucoup d'argent, mais de toute façon, j'en ai tellement que qu'est-ce que ça va faire de plus d'avoir 1 milliard de plus? En revanche, l'impact que je vais avoir sur la société, ça compte. C'est ça que je vais laisser. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand, depuis l'Europe, on parle des GAFA. On a un peu l'impression qu'ils sont tous dans le même sac, que tout le monde dans ces entreprises pense la même chose. En fait, ce n'est pas forcément le cas. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'interlocuteurs se posaient des vraies questions. Après, c'est la façon de se les poser et puis c'est les réponses qu'on apporte qui sont parfois compliquées. Et c'est là qu'on a pu entamer un dialogue. Et il y a eu ça d'un côté. Et puis, j'allais voir aussi pas mal de gens dans les universités, notamment les universités catholiques, mais pas seulement. Et puis, je leur ai posé un peu les mêmes questions et je me suis rendu compte que dans les départements de philosophie, de sociologie, d'anthropologie, les gens étaient aussi pas forcément armés, les universitaires. Soit ils sont jeunes et donc ils sont très au contact de ces technologies, mais ils n'ont pas encore une pensée propre très affirmée. Soit ce sont des philosophes ou des anthropologues d'expérience, de renom, mais ils me disent, vous savez, toutes ces technologies, moi, c'est pas trop moi, je suis très éloigné. Et donc la question, c'est comment on rapproche ces deux populations, parce que quelqu'un me disait dans une grande entreprise, dans la Silicon Valley, nous avons les meilleurs laboratoires du monde, mais on n'a pas de département de philosophie, contrairement à l'université. Donc sur ces questions-là, on est assez démunis. Et donc, voilà, l'idée, c'est comment on fait se rencontrer ces gens, et pas seulement pour qu'ils se parlent, mais pour que de ces conversations, il sorte vraiment quelque chose. Oui, et donc en fait, vous, vraiment, ce que vous faites aussi avec Optique, c'est vraiment de mettre ensemble différentes disciplines, différents chercheurs, et faire émerger effectivement une réflexion. On croit beaucoup à l'interdisciplinarité. Moi, je suis persuadé que si on veut avoir un vrai modèle en 3D, c'est-à-dire si on veut avoir vraiment l'intégralité de la vision de ce qui se passe autour d'une technologie, comme l'intelligence artificielle par exemple, il faut convoquer à la fois des anthropologues, des sociologues, des spécialistes du droit, de l'intelligence artificielle, des différents métiers qui sont impactés, et ensemble discuter parce que chacun apporte son point de vue, et ça permet un peu de déboucher les ombres, et ça nous évite de nous lancer dans quelque chose en s'apercevant, après 2 ou 3 ans, que non seulement ça ne marche pas, mais qu'en plus de ça, ça peut abîmer le tissu social. Alors, vous l'avez dit, vous êtes parti un peu comme ça, je ne sais pas si on peut dire au culot, mais en tout cas, vous êtes allé rencontrer différentes personnalités de la Silicon Valley. Ce qui est admirable, c'est que vous avez réussi finalement à sortir du giron de l'Église proprement dit, et vous parlez régulièrement donc à ces grands patrons de la tech, mais aussi chercheurs, etc. Quand vous expliquez, vous avez réussi à avoir cette résonance, est-ce que c'est votre qualité de religieux qui a aussi intrigué toutes ces personnes, ou est-ce que c'est parce qu'aussi vous venez du monde des affaires, donc finalement vous connaissez bien aussi les codes? Alors, je pense qu'il y a un peu les deux. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que l'Église, contrairement à ce que beaucoup de gens qui sont éloignés de l'Église ou qui ne la connaissent pas bien peuvent penser, n'est pas si éloignée que ça du monde des sciences, peut-être aussi un peu de la technologie. Depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, on a, ne serait-ce que parmi les dominicains, donc dans mon ordre religieux, des gens comme saint Thomas d'Aquin ou Albert le Grand, qui sont des grandes figures de la théologie, qui, à leur époque, étaient au contact étroit des scientifiques qui était à la pointe. Et encore jusque dans les années 50, le père Dubarle, qui était un dominicain français, qui est celui qui a popularisé le concept de cybernétique en Europe, était un grand ami des dirigeants du MIT et travaillait avec eux sur toutes les questions que maintenant on appellerait l'intelligence artificielle. À l'époque, la cybernétique, c'était un peu le grand parent de l'intelligence artificielle. Donc,
on va dire que quelque part, j'essaie d'honorer un peu l'héritage des ancêtres. Je ne fais pas à partir de rien, je ne suis pas le seul. Après, c'est vrai aussi que moi, j'aime bien cette confrontation ou ce regard ou cet échange entre le monde des affaires. J'ai le sens des affaires, il faut être réaliste. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai acquis, ça me plaît, j'aime bien monter des projets, etc. Et donc, peut-être que j'ai une accointance et j'ai une sympathie assez spontanée avec les gens qui mettent tout dans un projet entrepreneurial. Les start-upers, les gens qui mettent leurs économies, leur temps, leur énergie comme des fous pour monter quelque chose, ça me parle quelque part. Et en même temps, j'ai bien conscience qu'on ne peut pas constamment être dans la frénésie de l'innovation. Il faut se demander toujours, est-ce qu'une innovation est un progrès ou est-ce que c'est juste une innovation ? Autrement dit, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est nouveau et mieux ? Et donc, c'est vrai que pour ça, à un moment, il faut s'asseoir et vivre dans un couvent, dans une communauté avec des frères qui ont entre 30 et 90 ans, qui prient ensemble le matin et le soir, ça aide pas mal. Ça pose pas mal, je peux vous dire. Les patrons de la tech, les pouvoirs publics même, vous les sentez sensibles à ce discours qui est le vôtre, remettre de l'humain dans la technologie, faire en sorte que la technologie, elle serve l'humain et pas le contraire ? Alors moi, je pense que de plus en plus de gens, notamment depuis 2 ou 3 ans, sont conscients et ont même conscience de l'urgence de travailler sur la question de l'éthique ou l'aspect éthique de la mise en œuvre des technologies. Ça c'est aussi bien dans le secteur privé que dans les administrations, c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus clairement. Le RGPD, donc le règlement européen sur la protection des données, n'est pas né de rien. Il est quand même né d'une prise de conscience qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec nos données. Je pense que dans les entreprises, il y a eu un certain nombre de scandales, de tensions, de difficultés au cours des 12 derniers mois ou des 2 dernières années. Peut-être un certain nombre d'entreprises ont pris conscience qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que du côté des pouvoirs publics, alors c'est très différent d'un pays à l'autre. Nous, on est en contact au sein d'Optic avec des administrations de nombreux pays, avec on va dire, des situations très différentes, mais de plus en plus sont en train de prendre le taureau par les cornes. Typiquement, l'initiative Tech for Good qui a été lancée par l'Élysée depuis 2 ans s'inscrit dans ce cadre-là. L'an dernier, c'était des discussions. On a dit qu'elles étaient intéressantes, mais on s'est demandé si elles avaient apporté quelque chose en termes d'engagement dans les entreprises. Alors justement, c'était l'occasion de faire les comptes cette année. Est-ce que ces entreprises, elles ont respecté ce qu'elles ont annoncé l'année dernière ? Alors, l'an dernier, c'était une session de défrichage quand même. Donc, c'était une prise de contact. C'était un peu audacieux quand même de se dire, bon, on va se réunir et puis on va parler de la technologie pour le bien commun. Le bien commun, voilà, c'est pas toujours une notion qui passe très bien dans tous les milieux. Et en fait, cette année, on se réunissait par commission. Moi, j'étais dans une commission autour des questions d'inclusivité et on a vraiment travaillé sur des engagements. Alors, j'en dirai pas plus parce que c'est la publication officielle qui va compter, mais des engagements des entreprises en disant on s'engage à faire ceci, à ne pas faire cela, à favoriser ceci ou cela. Et ça, je pense que chaque entreprise, ensuite, on verra dans les 12 mois à venir comment ça se monnaie, comment ça apparaît dans sa politique d'innovation. Moi, je pense quand même, il y avait un certain nombre de PDG de grandes entreprises, notamment de grands groupes français autour de la table. J'ai très bon espoir qu'ils fassent leur miel de tout ça. Alors c'est vrai que c'est un sommet qui avait été un petit peu critiqué l'année dernière parce que les vrais acteurs de la tech for good, et en France il y en a beaucoup, c'est un secteur qui est hyper florissant avec beaucoup d'entrepreneurs très riches, n'avaient pas été conviés à ce sommet. Alors, l'idée, c'est de faire venir les plus gros pour que l'impact, évidemment, soit plus fort, c'est ça ? Je pense qu'il y a eu une petite incompréhension, enfin moi, c'est l'analyse que j'en ai, entre, en anglais, on dirait tech for good et tech for common good. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie utilisée pour faire le bien au sens où l'objectif de l'entreprise ou de l'association qui l'utilise, c'est de résoudre un problème de société, donc technologie pour aider les malentendants, technologie pour aider les personnes handicapées, etc. Et la technologie pour le bien commun. La technologie pour le bien commun, c'est pour tout le monde. Vous pouvez acheminer du courrier, vendre des choses en ligne, vendre des ordinateurs, proposer des applications, peu importe. Quel que soit votre secteur d'activité, il y a une façon. D'un côté, on est dans ce qu'on fait, de l'autre côté, on est dans la façon dont on le fait. Et je ne sais pas si vous voyez la distinction, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup plus large que l'économie sociale. Et je pense que la bonne idée, c'était... Ils ne sont pas dans l'économie sociale, toutes les personnes qui ont été invitées. Et justement, l'idée, c'est que s'il n'y a que l'économie sociale qui fait du bien,
c'est bien, mais ça ne suffit pas. Non. L'économie sociale ne représente par définition qu'une petite partie de l'économie. Ce qu'il faut, c'est que tous les acteurs de l'économie se mettent à faire les choses bien. Et nous, au sein d'Optic, nous travaillons beaucoup sur le concept d'éthique by design, qui va parler à tous les auditeurs du podcast qui sont familiers avec les questions de technologie, puisque depuis quelques années, on parle de safety by design, c'est-à-dire comment on fait en sorte que tous les programmes informatiques, les applications, etc., elles soient sûres vis-à-vis du hacking dès leur conception. On n'attend pas d'être attaqué pour combler la faille. Et ça, on est en train de mettre en place la même démarche au niveau de l'éthique. Dès le premier coup de crayon, dès l'ébauche d'un projet, il faut se poser les questions éthiques. Comment est-ce qu'on va gérer les données? Comment est-ce qu'on va gérer l'utilisateur, ses droits? Comment est-ce qu'on va considérer que l'utilisateur n'est pas seulement un utilisateur, mais que c'est un être humain, donc un homme, une femme, parent, enfant, etc. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et ça, il faut le faire dès le début pour éviter de bâtir un projet, de s'apercevoir qu'après, le business model, il est complètement foireux, passez-moi l'expression. Et après ça, on va essayer de mettre un peu de marketing dessus pour dire que finalement, ce qu'on fait, c'est pas génial, mais enfin, on le fait avec le sourire. Et ça, on s'aperçoit que ça marche pas. Donc la question, c'est comment on aide les dirigeants d'entreprise à bâtir des projets qui, dès le début, ont un impact positif sur la société et encore une fois, quel que soit leur secteur d'activité. Alors ça fait partie des missions du Lab 222 dont on va parler dans un petit instant. On va y revenir. Vous avez commencé d'ailleurs à en parler. Mais avant ça, je voulais aussi parler des événements que vous organisez avec le réseau Optic. Ce sont les Optic Talks, une conférence où vous invitez des personnalités à s'exprimer une fois par an, des chercheurs, des grands patrons. Il y avait par exemple Mitchell Baker de Mozilla qui était là la fois dernière, Maurice Lévy de Publicis, Arnaud de Puyfontaine de Vivendi, mais aussi le secrétaire d'État au numérique, le député Cédric Villani, ou encore des patrons qui s'expriment très peu. Je pense notamment à Octave Klaba, qui est le patron d'OVH, c'est une des rares licornes françaises. Et son speech, d'ailleurs, a eu un certain écho dans la salle, puisqu'il n'a pas du tout parlé de technologie, ni de son propre business. Il a parlé de sens au travail, comment redonner du sens à ce que l'on fait, comment redonner l'envie à ses salariés de venir travailler le lundi matin. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à l'écouter. Je ne sais pas si on va pouvoir l'écouter sur votre site, d'ailleurs, cette série de conférences. Les vidéos seront en ligne très prochainement. Et voilà. Donc, effectivement, vous pourrez revoir les keynotes. Oui. Alors, comment ça se passe pour réunir ces gens, pour les convaincre de venir, pour parler? Alors, pour certains, c'est le métier, parce qu'il y a des chercheurs, évidemment, qui viennent exposer leurs projets. Mais pour d'autres, c'est un peu plus difficile de venir les chercher. Comment vous faites? Alors en fait, je pense que ce qu'on essaie de proposer, c'est un lieu où des gens qui se posent des vraies questions de sens peuvent venir mettre en perspective ces questions-là et les technologies et le business sur lesquels ils travaillent. Et c'est vrai que d'un côté, c'est pas toujours facile de faire déplacer des grandes personnalités du monde de la tech. En même temps, les lieux où on peut échanger sur ces questions sont pas non plus si nombreux que ça. Et je pense que quelqu'un comme Octave, par exemple, qui nous a beaucoup parlé du bonheur, et j'ai trouvé sur sa keynote extraordinaire, c'est vrai que souvent, quand on l'invite, je pense que c'est pour parler de choses qui sont assez tech, qui sont assez business. Et là, quelque part, des fois, on offre aussi à des gens une carte blanche pour dire un peu ce qu'ils ont sur le cœur. Et là, je trouve que dans sa keynote, il s'est vraiment livré, et d'une façon qui était très belle, à la fois très pudique aussi. Et je pense que voilà, peut-être que c'est ça aussi, on offre cette possibilité-là, et on offre, je pense que les Optic Talks, c'est donc la partie qui est accessible au public, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire que l'essentiel des activités d'Optic, ce sont plutôt des réunions de travail en petits groupes. En fait, les gens ont pris conscience que c'était des groupes où on pouvait se dire les choses. Et ça, je pense que dans notre monde, quand même parfois un peu aseptisé, un mode de communication, etc., ça peut avoir du prix. Alors le thème cette année, c'était reconstruire la confiance dans les technologies, blockchain, intelligence artificielle, big data. Certaines de ces technologies de rupture font peur, ou en tout cas elles posent un certain nombre de questions. Et lors de cette soirée, il a beaucoup été question de régulation aussi. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette soirée, Eric Salobir ? Alors, ce qu'il en est ressorti, c'est que d'abord, on se rendait compte qu'on a les moyens de dépasser cette défiance qui commence à se faire jour. C'est-à-dire qu'on a voulu cette soirée parce qu'on s'est rendu compte que depuis à peu près 1 an, dans l'opinion publique, un certain nombre de personnes commencent à s'inquiéter de l'usage des technologies, de leur impact sur la société, sur la démocratie, etc. On a beaucoup parlé des fake news, mais là, ce n'est qu'une toute petite partie. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a moyen de ne pas rassurer les gens à bon compte, mais de mettre en œuvre un usage des technologies qui soit respectueux de l'humain et qui fasse du bien à notre société. Et je pense que pour faire simple, nos keynote speakers nous ont montré
que des pistes étaient possibles, certains s'y étaient déjà engagés et qu'on pouvait aller dans cette voie-là. Et donc je pense que cette soirée, elle met quand même du baume sur le cœur, elle rassure et puis peut-être elle indique des pistes pour avancer. Par exemple, pour ne pas utiliser la blockchain seulement pour créer des crypto-monnaies qui vont miner la confiance que les gens ont dans leur monnaie nationale, l'euro par exemple, ou la monnaie européenne, mais plutôt pour dire, à travers la blockchain, vous pouvez par exemple mettre en place une plateforme autour de laquelle les gens vont pouvoir partager l'information de façon beaucoup plus sûre et on ne va pas abîmer la confiance, on va créer de la confiance. Alors, il y a aussi un livre blanc que vous mettez à disposition, qui rassemble un peu tous vos travaux. C'est sur votre site aussi, Ethics and Tech, et on peut effectivement voir un peu là tout ce qui se passe au niveau de la technologie et l'état de vos réflexions. Alors, dans les projets à venir, il y a le Lab 222 dont je parlais il y a un petit instant, qui a ouvert ses portes à Paris, ici même. D'ailleurs, vous nous accueillez dans vos locaux. Il aura plusieurs fonctions, mais il s'agira avant tout d'un laboratoire d'idées pour la recherche. Vous voulez concrètement aider les entreprises, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, les développeurs, les pouvoirs publics à évaluer leur impact et à développer leur technologie dans le respect du bien commun. Alors, vous avez commencé un peu à nous raconter comment vous allez faire. Quelles sont les innovations, les méthodes novatrices que vous allez utiliser pour les accompagner, ces entreprises ? Alors effectivement, on a voulu cela parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas développer de nouvelles solutions en utilisant des méthodes anciennes. Et donc, faire des groupes de travail, du brainstorming, etc., c'est bien, mais ça avait assez vite ses limites. Et donc, l'idée, c'est de proposer des activités qu'on dévoilera petit à petit, mais qui ont toutes en commun d'être un peu novatrices dans la façon dont elles prennent le problème et dont elles interrogent les gens qui viennent participer à ce lab, qui ne sont pas seulement des spectateurs ou des consommateurs, mais qui viennent vraiment s'impliquer. En fait, moi, un modèle qui m'a toujours beaucoup plu, même si c'est dans un contexte différent, c'est The Factory d'Andy Warhol. Un bâtiment à New York où à chaque étage, on fait un truc différent. Ça va des happenings à la vidéo, en passant par la peinture, les arts plastiques, etc. Et en fait, le seul point, c'est comment est-ce qu'on est créatif ensemble. Et donc, parmi les activités qu'on a lancées ou qu'on va lancer dans les prochaines semaines, on a voulu initier par des soirées qu'on a appelées White Mirror Project, en référence à une série bien connue de Netflix, assez dystopique, très intéressante, et qui présente toujours le côté très sombre des technologies. Et l'idée, c'est de réunir dans une pièce 30 experts des technologies, plutôt des jeunes qui les font, qui les bâtissent, des entrepreneurs, des développeurs de technologies, et puis de leur projeter un film ou un épisode de série et de discuter ensemble pour voir comment on peut éviter la dystopie, comment on peut éviter que notre rêve technologique ne tourne au cauchemar. Et de ça, on fait une petite note, une synthèse qu'on partage au sein des membres du réseau d'Optique dont vous disiez au début ils étaient 150, maintenant on est plutôt autour de 3000 membres dans le monde à qui on partage ces réflexions pour que d'autres, dans d'autres villes, s'en saisissent et interagissent. Donc ça c'est une soirée, un type de soirée. On va lancer très prochainement des soirées qu'on a appelées Faraday Room Night. Donc c'est sur le principe de la cage de Faraday. Vous entrez dans la pièce, vous laissez tous vos objets numériques à l'entrée, à une consigne. Pas de montre connectée, pas de téléphone, pas d'ordinateur, on ne peut rien enregistrer. On a une personnalité et du coup, on peut lui poser toutes les questions et rien ne sort de la pièce. Et là, ça va nous permettre, sur des sujets qui sont parfois des sujets un peu difficiles, comme la cybercriminalité, etc., de se poser les vraies questions. Et les seuls qui en bénéficieront, ce seront les 80 personnes dans la pièce, mais tant pis. Et là, l'intérêt de ces soirées-là... Elles peuvent parler quand elles sortent de la pièce. Elles pourront toujours parler, mais elles ne pourront rien montrer, elles ne pourront rien passer comme enregistrement, etc. Et l'idée d'une soirée comme ça, c'est de pouvoir un peu aussi libérer la parole, comme on le fait dans nos petits groupes d'experts, ou comme on est en petit groupe et qu'il n'y a pas de micro, on se parle extrêmement librement. Et là, l'idée, c'est d'étendre ça et petit à petit d'introduire une culture de l'éthique au sein de la communauté de ceux qui font la technologie, au sein de la French Tech, développer ce sens de l'éthique. Mais quand vous dites aussi que vous voulez accompagner les entreprises dès le début pour qu'elles sachent, etc., directement réfléchir à leur projet et l'impact, comment vous allez faire en fait ? Vous parliez d'une méthodologie by design, si vous pouvez nous en dire plus ? Alors en fait, c'est là que je disais qu'on est à la fois un think tank et un action tank, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a réfléchi, qu'on a écrit des rapports, des livres blancs, etc., c'est bien, mais l'idée c'est d'utiliser ces compétences pour bâtir ce que nous sommes en train de faire, un outil qui sera prêt d'ici un mois
pour accompagner les entreprises dans la façon dont elles structurent leur politique d'innovation, leur stratégie. Et l'idée, c'est des entreprises, certaines qui s'intéressent à cette méthode, sont des grands groupes qui incubent des dizaines ou des centaines de projets, c'est de les aider à se doter des outils pour sélectionner et accompagner les projets afin de s'assurer qu'aucun de ces projets ne dévie de ce qui est un peu la charte éthique de l'entreprise, afin de s'assurer qu'aucun de ces projets ne va un jour mettre l'entreprise en difficulté parce que l'entreprise aura intégré une technologie dont on s'apercevra qu'elle est soit très polluante, soit qu'elle abîme beaucoup de choses dans l'entreprise, soit qu'elle met à mal la confiance qu'ont dans l'entreprise les fournisseurs ou les clients, ou qu'elle pose des difficultés, je ne sais pas, sociales, etc. Et donc là, l'idée, c'est tout un processus d'accompagnement. C'est pas du consulting, c'est un peu en amont, parce que nous, on n'est pas des consultants, mais on va dire un consultant ensuite pourra se saisir de ça pour faire tout un GPS. Nous, on fournit juste la boussole. Mais l'idée, c'est quand même d'aider l'entreprise à voir un peu où est son nord. Et vous avez déjà des entreprises qui sont intéressées, qui vous ont contacté? Alors, on est en discussion avec un certain nombre de groupes français et étrangers qui sont intéressés par cette méthodologie qui est assez novatrice puisqu'elle mêle à la fois de l'enseignement, des études de cas, de la prospective par scénario qu'on fait encore assez peu en France, et puis de l'éthique de la discussion qui est une méthode qui est très utilisée en éthique médicale, qui consiste à réunir les équipes et à les faire travailler ensemble, mais qu'on utilise très peu dans le monde de l'entreprise. Nous avons, je pense, réuni ces expertises, ces éléments d'expertise pour pouvoir proposer quelque chose d'unique et qui aidera vraiment les décideurs parce qu'au final, les dirigeants d'entreprise sont quand même ceux qui sont aux avant-postes et on va dire à un moment, c'est eux qui doivent prendre les décisions et on a vraiment conscience que c'est pas un job facile. Où est-ce que vous vous nourrissez, vous trouvez ces idées Alors je dirais qu'au sein du réseau optique, si vous me passez l'expression, on a quand même une belle bande d'allumés, c'est-à-dire qu'il y a quand même plein de gens qui ont plein d'idées très différentes. C'est aussi assez international, donc il y a plein d'influences qui vont venir, asiatiques, nord-américaines, etc. Et c'est ça, je pense, qui fait émerger des idées un peu différentes ou des façons un peu décalées d'aborder le problème. Quand on vous appelle le monsieur tech du Vatican, qu'est-ce que ça vous fait C'est juste Alors moi, je ne suis pas très fan de cette appellation parce que d'abord, on fait très attention de maintenir le fait que optique ne dépend pas de l'administration du Vatican et qu'en fait, nous sommes indépendants, ce qui nous permet du coup de travailler avec d'autres États souverains. Et donc, en fait, même si je suis consulteur auprès du Vatican, auprès du Saint-Siège... Alors, consulteur, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que ça signifie, ça veut dire quoi? C'est un peu comme un consultant, sauf qu'il n'est pas payé. Non, en fait, c'est-à-dire que en fait, c'est le genre de personne qu'on va mobiliser sur des dossiers. J'ai travaillé, par exemple, sur toute la transformation des médias du Vatican. J'ai travaillé sur un certain nombre d'autres dossiers plus confidentiels. Voilà, ce sont des ressources extérieures thématiques, des experts, que le Vatican peut mobiliser sur certains points. Et donc, je travaille avec différents départements de l'administration du Vatican sur des choses pour lesquelles ils ont besoin d'une aide. Mais ça, c'est un engagement personnel que je fais en tant que prêtre parce qu'on me l'a demandé et je pense que c'est important de le faire. Après, Optique est indépendante du Vatican, même si on interagit très régulièrement, bien entendu. Donc, moi, je n'ai pas tellement envie d'être qualifié à partir de ça. Je préfère qu'on parle de ce qu'on fait à partir du travail formidable que font les membres d'Optique, parce que c'est pas moi qui fais le boulot. Moi, quelque part, j'apparais à un moment, mais c'est quand même eux. Et c'est vrai qu'en quelques années, vous avez quand même réussi à réunir une belle palette d'experts, de dirigeants autour de vous. Vous avez accompli un beau boulot quand vous regardez quand même ce qui s'est passé ces dernières années? Moi, en tant que spirituel, je dirais que c'est pas moi, c'est un peu la providence. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que d'un côté, c'est vrai qu'on s'est bougé pour rassembler des gens. Je pense que ce qu'on propose correspond vraiment à une attente. Je pense aussi que les choses naissent de rencontres. Vous disiez tout à l'heure comment est-ce qu'on a l'idée de faire telle ou telle chose. Mais je rencontre Cédric Villani, on discute, et puis on se dit mais il faut absolument faire ça. Et puis après, on se lance. Pareil pour tel ou tel patron de la Silicon Valley. Et donc je pense que c'est surtout l'immense chance d'avoir ces rencontres. Et ce sont en fait, un jour, lors d'un dîner à la Silicon Valley, un dirigeant d'une des grandes entreprises, on va dire, me dit mais en fait, notre histoire, c'est quand même un peu une histoire d'amitié. En fait, c'est des gens qui se rencontrent, qui sympathisent, qui se rendent compte qu'ils ont des questions communes, des problèmes qu'ils ont envie de régler ensemble et qui, à un moment, se bougent pour faire ça, pour faire cause commune.
Donc voilà, je pense que ce réseau, c'est quand même aussi beaucoup de liens de sympathie, d'amitié, voilà. Mais quand vous dites c'est la Providence, c'est vous qui les avez aussi provoquées, ces rencontres. Oui, après, qu'est-ce qui vient de nous? Qu'est-ce qui vient des gens qui répondent? Vous savez, des fois, la question, enfin, l'important n'est pas dans la personne qui pose la question, c'est dans la personne qui y répond. Donc, de temps en temps, quand l'un ou l'autre va apporter une réponse, ben voilà. Alors, Eric Salobir, je termine toujours ce podcast avec cette interview dans l'interview. C'est l'interview déclic et c'est parti. Quel est le conseil que vous auriez aimé avoir au début de votre carrière? Ah, c'est une bonne question. Vous pouvez prendre le temps de répondre, hein, pas de souci. Je pense qu'au début de ma carrière, j'aurais aimé qu'on me dise dès le début qu'il fallait que je me pose des questions de sens, de start with the why, comme disent les Américains, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu fais les choses et pas qu'est-ce que tu fais. Parce que j'ai dû passer une décennie à faire des choses qui ont probablement été utiles, mais parce qu'en fait, je voulais faire des choses. Et à un moment, je pense, un certain nombre d'amis m'ont fait comprendre qu'il était bon de s'asseoir et de se poser la question du pourquoi et de se poser la question finalement de quel était l'enjeu. Et c'est à partir du moment où j'ai compris ça qu'on a lancé Optique et c'est là, je pense, qu'on est vraiment efficace. Le ou la mentor que vous auriez aimé avoir? Alors je pense que s'il y a quelqu'un que j'aurais vraiment aimé avoir comme mentor, je dirais que c'était le pape Jean-Paul II, qui était, alors ça peut paraître un peu étonnant, décalé par rapport au monde de la tech, mais qui était quelqu'un qui à la fois avait, je pense, assez bien compris notre époque et qui était quelqu'un qui était capable de voir un certain nombre d'enjeux. Je peux dire, il avait compris l'effondrement du bloc soviétique une décennie avant que ça arrive, etc. Je pense qu'il faisait partie de ces gens qui voyaient extrêmement loin et dont on a compris qu'ils avaient raison très longtemps après. Vous ne seriez jamais devenu ce que vous êtes si? Je ne serais jamais devenu ce que je suis si j'avais pas rencontré un jour, encore une histoire de rencontre, lorsque j'étais étudiant en école de commerce, un aumônier avec qui au début je m'entendais absolument pas et c'était assez difficile, mais qui m'a titillé, asticoté dans ce qui était à l'époque des certitudes d'étudiants ou de jeunes professionnels et qui m'a un peu mis un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire? Et je pense, en fait, je sais pas, c'est quelqu'un qui systématiquement remettait en cause le fait qu'on était tous heureux de porter le coupe-vent de l'école, qu'on était formaté dans notre discours, qu'on avait des projets de carrière dont on ne se rendait pas compte à quel point ils étaient caricaturaux, etc. Et en fait, quand on est étudiant, on est un peu dans ce trip-là. Et lui, il était toujours la mouche du coche, le grain de sable qui venait nous faire dire que oui, mais... Et en fait, au début, je ne le vivais pas super bien, mais après, j'ai pris l'habitude de me poser cette question de oui, mais... Et il aura fallu quelques années pour que ce qu'il avait planté germe et qu'à un moment, je me dise, oui, mais, quoi. Votre plus bel échec? Alors, elles sont vachement dures, vos questions. Je pense que, mon plus bel échec, lorsque j'étais promoteur général des médias, j'ai essayé de lancer un réseau social interne de l'Ordre des Dominicains. Parce que j'étais persuadé qu'enfin tout le monde allait se mettre à abandonner les mails, à travailler avec des outils numériques, etc. Ce réseau finit par percer et fonctionner, mais pas du tout comme on l'avait imaginé au début, et pas selon les mêmes modalités, et beaucoup plus petit. Je pense que je n'ai pas du tout vu à l'époque à quel point les différences culturelles devaient être prises en compte et ne pouvaient pas être gommées. Et en fait, je pensais qu'en arrivant avec une solution technologique, on allait résoudre un problème. En fait, les solutions, elles sont humaines et la technologie, elle vient juste aider. C'est un peu la philosophie d'Optique, effectivement. Une qualité essentielle pour entreprendre? Moi, je pense que la qualité essentielle pour entreprendre, c'est l'opiniâtreté. Vous savez, c'est les Shadocks qui disent plus on rate, plus on a de chances de réussir. Et je pense que c'est un peu vrai. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas assez conscience en France. C'est un ami de la Silicon Valley qui me disait en France... vous n'aimez pas réussir, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un réussit, tout le monde dit mais comment il a réussi, est-ce que c'est bien honnête, etc. Mais vous n'aimez pas non plus échouer. Et donc, en fait, si quelqu'un échoue, c'est un loser et ça ne marche pas. Et je pense qu'à un moment, entreprendre, c'est rater jusqu'au moment où ça réussit. Un conseil que vous donnez tout le temps? Assieds-toi.
Je pense qu'on est vraiment dans le monde de la tech, dans une espèce de frénésie où on a l'impression que si on n'est pas sur un overboard à 100 à l'heure ou sur une trottinette à courir comme un fou, on n'est pas au rythme de la technologie. Et moi, je suis persuadé de cette nécessité de se poser. Il y a une fable, on va dire, bouddhique que j'aime beaucoup. C'est un jeune novice qui va pour devenir moine dans un monastère au Tibet. Et puis, il n'a rien à faire. Il voit qu'il y a un service à thé. Il sert le thé au maître qui boit le thé et lui répond pas. Et ça se passe comme ça pendant des jours, des mois, des années. Il ne reçoit aucun enseignement. Un jour, le maître prend la parole et lui dit « Le supérieur de tel monastère est mort, tu vas aller le remplacer. Tu as les compétences. » Il lui dit « Mais moi, tu m'as rien appris. » Il dit « Si, tu sers bien le thé. » Et je pense qu'il y a quelque part quelque chose de cet ordre-là. Être capable de se poser pour vraiment aller loin. Enfin, que dites-vous à ceux qui vous écoutent, qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment ? Alors ceux qui ont envie d'agir, ceux qui sont concernés par ces questions de technologie, qui veulent savoir comment s'en saisir pour bâtir une meilleure société, j'aurais tendance à dire rejoignez-nous. Rejoignez-nous, il n'y a pas besoin d'être un expert, il y a juste besoin d'avoir envie de se poser des questions, d'avoir envie de se réunir, d'avoir envie de travailler sur ces questions. On publie un certain nombre de choses, on organise des événements, on fait de plus en plus de choses. Moi, je suis persuadé que la technologie et la technologie pour une bonne société, c'est l'affaire de tous les humains. Et tous les humains, ça veut dire tous les citoyens, tous les consommateurs, tous les pères et mères de famille, tous les enfants. À un moment, c'est ça. À un moment, levez-vous et bougez. Merci beaucoup Eric Salobir. Où est-ce qu'on peut trouver des nouvelles de vos travaux, lire effectivement vos livres blancs ou prendre des nouvelles de votre réseau tout simplement ? Alors, pour avoir notre rapport Ethic and Tech qu'on peut télécharger gratuitement, et puis toutes ces nouvelles et tous ces articles, vous pouvez aller sur le site Optic Technology, avec un Y à la fin, en un seul mot, optictechnology.org, et c'est là que vous trouverez toutes les nouvelles sur le réseau, et oui, sur tout ce qu'on propose. Et vous êtes sur les réseaux sociaux aussi ? On peut vous voir tweeter Et je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à me contacter, et voilà. Merci beaucoup en tout cas, Eric Salobir, et très bonne Merci à vous. Super, merci beaucoup. Ça allait, c'était pas trop long, c'était pas trop... Non, trop long, non, mais des fois, les réponses, j'ai du mal, je m'embarque un peu dans des trucs. C'est vrai. Alors, c'est le format idéal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'attends vos commentaires et si vous avez une suggestion d'invité, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode et à partager cette interview si vous avez passé un moment inspirant, ce que j'espère vivement. Rendez-vous sur Instagram ou encore sur notre compte Twitter, @ipositif au pluriel pour toutes les infos. Et à très vite pour un nouvel épisode.